Alors, la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un État. C'est la loi fondamentale d'un État. C'est la loi des lois. C'est un texte qui est adopté par ce qu'on appelle le pouvoir constituant originaire. C'est-à-dire que c'est une société qui va, à un moment donné, décider de ses règles de conduite à l'intérieur de l'État, de la structuration de l'État, des organes qu'il y a dans l'État et des différentes institutions qu'il y a dans l'État, des droits fondamentaux des individus, des libertés individuelles. Alors, cette constitution-là est la loi fondamentale. Elle permet à l'État de pouvoir donner son orientation philosophique, son orientation juridique philosophique, ce en quoi cet État croit dans la structuration de sa société, se retrouve dans la Constitution, et comment est-ce que la vie publique, la vie politique, la vie sociale doit être menée, se retrouve dans la Constitution. Et c'est le pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire que ceux qui ont la capacité de créer une nouvelle Constitution, qui produisent une Constitution. Pour la réviser, la Constitution, elle prévoit elle-même ses modes d'amendement. Alors, pour la réviser, il faut faire appel à un pouvoir constituant institué qui n'a le pouvoir que de réviser la Constitution sur les dispositions qui sont ouvertes à révision. Parce qu'il y a dans la Constitution des dispositions qui ne peuvent pas permettre, ne peuvent pas varier. C'est des dispositions qui tiennent lieu à la nature de l'État, qui tiennent lieu à la philosophie fondamentale que défend l'État ou à la posture politique ou philosophique de l'État. En principe, pour faire les amendements de ces dispositions-là, il faudrait qu'on ait un nouveau pouvoir constituant originaire. Le pouvoir constituant dérivé ne peut pas le faire. Il ne peut que amender les dispositions amendables, les dispositions non amendables de la Constitution. Donc voilà en gros ce que c'est qu'une Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est la loi qui permet, qui est au sommet de la pyramide normative de l'État. C'est-à-dire qu'après la Constitution, nous avons les lois, nous avons les décrets, nous avons les arrêtés. Et tous les textes inférieurs à la Constitution doivent être conformes à la Constitution pour être validés. Doivent être conformes à la Constitution pour être validés, pour respecter la pyramide juridique, la pyramide normative. Les traités sont introduits dans la Constitution. Ça dépend des constitutions. Il y a des constitutions qui prévoient expressément que les traités font partie du bloc de constitutionnalité. Donc le bloc de constitutionnalité, c'est le bloc qui concerne les conventions internationales et la Constitution en elle-même. Alors les dispositions constitutionnelles, quand elles sont violées, on connaît ces dispositions-là devant le Conseil constitutionnel qui est garant du respect de cette Constitution-là au sein d'un État. Bon, tous les États n'ont pas nécessairement un Conseil constitutionnel. Ça dépend de certains États. Certains États peuvent avoir une haute cour ou alors une instance juridictionnelle qui permet d'avoir le contrôle de constitutionnalité. Bon, tous les pays du monde ne sont pas nécessairement dotés d'une constitution. Israël, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne n'ont pas de constitution écrite. N'ont pas de constitution écrite identifiable qu'on peut consulter. Donc c'est une pratique juridique qui est plus ancrée dans le droit romain, dans les pays qui pratiquent le droit romain, que la Grande-Bretagne, que la Nouvelle-Zélande ou Israël, qui sont les trois pays qui n'ont pas de constitution écrite. Alors, les traités sont au-dessus de la Constitution parce que ça dépend si nous sommes dans une posture moniste ou une posture dualiste. Alors, selon les cas, il y a ceux qui pensent que le droit international est au-dessus du droit national. Donc, ils sont dans une attitude dualiste. Ils pensent effectivement que les traités sont donc supérieurs à la Constitution et que la Constitution, pour être conforme, pour être valide, doit être conforme au traité. Sauf que la limite de cette analyse est que vous signez beaucoup de traités et si la Constitution doit s'adapter à tous les traités que vous signez,
finalement, vous allez avoir une constitution qui ne reflètera pas l'originalité de la philosophie ou alors de la culture juridique de votre pays. C'est la raison pour laquelle ceux qui pensent que le dualisme est la logique juridique qui doit guider les rapports entre la Constitution et le traité ont une certaine faiblesse. Il y a donc ceux qui pensent que le système juridique est un système moniste, c'est-à-dire qu'il y a une continuité entre les règles internationales et les règles nationales. Il n'y a pas de discontinuité. Il n'y a pas deux étapes, deux strates distinctes. Donc toutes les règles sont des règles qui s'appliquent à l'État. À partir de ce moment-là, le traité est inclus dans le bloc de constitutionnalité. Pour ceux qui pensent au monisme, le traité est inclus dans le bloc de constitutionnalité. Donc il a valeur constitutionnelle. Donc, ça veut dire qu'un traité, même pour qu'il soit ratifié dans le système moniste, doit lui être conforme à la Constitution. C'est la Constitution qui est l'étendard de la signature ou non d'un traité. Donc, si un traité n'est pas conforme à la Constitution dans un système moniste, il faut absolument que le traité se conforme à la Constitution, sinon l'État ne pourra pas le signer. Donc dans l'un ou l'autre cas, les règles constitutionnelles, les traités s'appliquent dans le système moniste souvent de manière concomitante, de manière parallèle à la Constitution. Alors, le pouvoir constituant originaire est basé sur le suffrage universel. Donc, ceux à qui le peuple a donné mandat pour créer une nouvelle constitution font partie du pouvoir constituant originaire. Sauf que dans le système étatique actuel, c'est un système de représentation. Le peuple doit être représenté, puisque on ne peut pas imaginer un endroit où on va parquer 17 millions de personnes pour décider de l'adoption d'une constitution. Vous imaginez que ça va être très fastidieux. Donc le système de représentation fait en sorte que le peuple transmet un pan de son suffrage, de sa souveraineté à des représentants qui sont chargés au sein d'un parlement de pouvoir adopter une constitution avec des valeurs que ce peuple-là partage. Donc c'est le jeu du suffrage universel qui fait qu'à travers la représentativité, les représentants du peuple adoptent une constitution ou la révisent. Donc le peuple est à la base de la création d'une constitution, soit à travers la souveraineté nationale, soit la souveraineté populaire.